Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'inflation dans la zone euro telle qu'on peut l'observer en ce mois de juin 2022. Alors sur ce graphique qui apparaît, vous voyez l'évolution des prix depuis 25 ans dans la zone euro. La courbe noire vous redonne le chiffre de l'inflation globale, donc on est à plus de 7% d'inflation sur les 12 derniers mois, et c'est lié évidemment à l'envolée notamment des prix de l'énergie, mais il y a d'autres facteurs. Ce qui est peut-être plus significatif, c'est la courbe rouge sur ce graphique qui vous montre l'inflation dite sous-jacente. L'inflation sous-jacente, c'est l'inflation purgée en quelque sorte des prix les plus volatiles, c'est donc l'inflation hors énergie et hors certains prix alimentaires. Et vous voyez que là aussi, on atteint des maximums historiques qu'on n'avait jamais vus depuis un quart de siècle, c'est-à-dire depuis que la zone euro existe. Alors, quels sont les effets de l'inflation pour les industries? Eh bien, ces effets sont variés et ils interviennent à différents niveaux et ils peuvent être de signes différents. Alors, le premier auquel on pense, c'est évidemment l'effet de l'inflation sur les salaires nominaux. Il y a des renégociations salariales, comme on a pu les observer dans la branche. Ce qui est intéressant de regarder pour les industries, c'est plutôt les salaires réels. Est-ce que les salaires augmentent plus vite que l'inflation? Pour le moment, à court terme, dans tous les pays occidentaux, les salaires réels ont plutôt tendance à baisser, ce qui fait qu'au total, au moins à court terme, les coûts salariaux unitaires diminuent, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors à moyen terme, est-ce que l'inflation pèse sur les salaires ou les accentue, ou est-ce qu'elle pèse sur la productivité? La recherche académique n'est pas très conclusive et donc l'essentiel qu'on peut retenir, c'est de continuer à faire des gains de productivité pour maîtriser ces coûts salariaux. L'inflation, elle peut avoir aussi pour les industries des effets sur la compétitivité. Selon que le taux d'inflation dans un pays est supérieur ou inférieur à celui de ses voisins, les effets vont être plus ou moins favorables pour la compétitivité des industriels qui exportent. En France, le taux d'inflation est plutôt inférieur au taux d'inflation dans le reste de l'Europe. En France, on est plutôt à 5%. Donc à court terme, il y a des petits gains de compétitivité, mais ils sont relativement limités. Et puis, dans la mesure où le choc de prix est homogène entre tous les pays développés, les gains de compétitivité de la France seront plutôt réduits. En fait, l'effet de l'inflation, il est surtout négatif parce qu'il introduit de l'incertitude sur les investissements, sur les business plans. Et ça, on en parle trop peu. L'incertitude, quand on établit un business plan, c'est quelque chose qui freine l'accumulation de capital, qui freine la recherche-développement, qui freine les gains de productivité, qui freine la croissance. Et là, il y a aussi de la recherche académique qui montre à quel point, à moyen long terme, cet effet de freinage sur l'investissement, sur la productivité est important. Un autre effet de l'inflation, c'est l'effet sur la valeur réelle de l'endettement des entreprises. Ce petit graphique vous montre qu'aujourd'hui, les entreprises dans les pays développés sont très endettées puisque les taux d'intérêt ont été très bas, elles restent solvables. En France, on a beaucoup utilisé le levier de l'endettement. Évidemment, l'inflation, c'est quelque chose qui allège le poids de la dette puisque vous remboursez dans une monnaie qui a perdu de son pouvoir d'achat. Donc là, l'inflation, c'est quelque chose qui est plutôt favorable aux industries sous cet angle-là. Et puis le cinquième effet, c'est l'effet sur les changements de prix ou les coûts de menu. En période d'inflation, les industries doivent changer plus rapidement les prix de leurs produits. Mais changer les prix, c'est coûteux, il faut observer ce que font les concurrents, il faut mener des études préalables d'analyse et de recherche, c'est coûteux. Mais si on ne le fait pas, on perd du profit. Ce que la littérature académique suggère, c'est que le mieux à faire, c'est évidemment de changer de temps en temps les prix de ces produits, mais sur l'ensemble de la gamme, sur l'ensemble du catalogue, pour faire ça une fois pour toutes pendant quelques mois. Il y a aussi un autre effet de l'inflation qui est lié au délai de paiement. Quand vous avez de l'inflation de 6 à 8% et que vous payez à 3 ou 4 mois vos fournisseurs, eh bien, au bout de 3 ou 4 mois, votre fournisseur peut, le cas échéant, demander un ajustement de prix qui tienne compte de l'inflation. Et au bout de 3 ou 4 mois, l'inflation est déjà de 2%. C'est quelque chose qui pince votre marge. L'inflation, elle change aussi les choses pour l'État. Pour faire vite sur un sujet qui n'est pas si simple, l'effet de l'inflation sur le déficit public est relativement contenu. Ça alimente certaines dépenses sociales, ça alimente certaines recettes publiques. L'effet net est assez faible. Par contre, là où l'effet de l'inflation est très important, c'est sur le ratio dette publique sur PIB. Vous avez une dette publique qui est remboursée en termes contractuels et nominaux, alors que le PIB, lui, continue à augmenter au rythme de l'inflation. Donc vous avez un ratio où le numérateur ne bouge pas, le dénominateur augmente, et le ratio dette publique sur PIB
en période d'inflation, il baisse naturellement sans que l'État ait à faire le moindre effort de restriction budgétaire, de maîtrise des dépenses publiques. Évidemment, pour l'État, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qui dit inflation dit banque centrale. Le rôle des banques centrales, c'est de maîtriser l'inflation et plus encore de maîtriser les anticipations inflationnistes, parce que l'inflation est un phénomène auto-entretenu. Des agents économiques qui anticipent de l'inflation demain vont adopter dès aujourd'hui des comportements inflationnistes, dès aujourd'hui. Par exemple, ils vont négocier leur salaire si ce sont des salariés. Dans les années 90, ces politiques monétaires se sont traduites par des taux d'intérêt plus élevés en France qu'en Allemagne, parce que précisément, on voulait ramener les anticipations d'inflation française au niveau des anticipations d'inflation allemande. C'est ce qu'on appelle les politiques de désinflation compétitive, et ça a mis 10 ans à se matérialiser. Qu'en est-il aujourd'hui des anticipations inflationnistes? Ce graphique vous les montre. Comme vous le voyez, au tournant du printemps 2022, sur les marchés financiers, les anticipations d'inflation à 5-10 ans, les anticipations d'inflation à long terme, se sont singulièrement redressées et surtout, elles sont passées nettement au-dessus du seuil de 2% par an, qui est l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne à moyen terme. Alors, dans un dernier point, j'aimerais souligner le fait qu'aujourd'hui, les décideurs, et sans doute notre génération, est probablement moins averse à l'inflation que ne l'était la génération précédente des décideurs il y a environ 25 ans. Aujourd'hui, il y a un débat au sein des universitaires, un débat académique et qui a influencé en quelque sorte aussi les banques centrales pour dire qu'un peu d'inflation ne fait pas de mal. Au détour des années 2010, de grands économistes comme Olivier Blanchard ou Paul Krugman, qui est prix Nobel d'économie, ont suggéré qu'une inflation plutôt de 3-4% par an plutôt que de 2%, ça pourrait être une bonne idée pour augmenter l'influence des politiques monétaires ou faire baisser le chômage. Tout cela se rattache en économie à ce qu'on appelle l'effet Tobin de 1964, du nom de James Tobin, qui était aussi un économiste très réputé, et pour lequel un faible niveau d'inflation peut favoriser la croissance. Alors tout est dans faible et peut favoriser la croissance. De fait, depuis une vingtaine d'années, les politiques monétaires ont systématiquement été très expansionnistes. On préférait éviter le risque de déflation avec des taux très bas en se disant si à terme cela relance l'inflation parce qu'on a fait marcher la planche à billets, c'est pas très grave, on pourra maîtriser cela. Donc on a un biais plutôt légèrement favorable à l'inflation chez les académiques et un biais finalement plutôt favorable, modérément favorable à un peu plus d'inflation aujourd'hui chez les banques centrales que ce n'était le cas il y a 25 ans. Alors, pour conclure, à qui profite l'inflation? Puisque c'est la question que l'on se posait. Eh bien, l'inflation, c'est clair, elle ne profite pas aux ménages, surtout quand les ménages sont créditeurs, quand ils ont de l'épargne qui est placée sur les marchés financiers. Globalement, elle ne profite pas vraiment aux industries. L'inflation, elle profite surtout au ratio dette publique sur PIB. Si l'inflation s'emballe, en fait, elle ne profite à personne. Et c'est pour cela que les banques centrales ont un rôle important pour stabiliser les anticipations d'inflation. Et puis, pour finir, à mon sens, l'inflation, c'est quelque chose qui est favorable à l'endettement, à la dette, à un modèle de financement de la croissance par la dette que nous connaissons depuis 40 ans. Que ce soit de la dette publique, que ce soit de la dette privée, l'inflation favorise un modèle de croissance financé par de la dette, ce qui n'est pas nécessairement très soutenable et très souhaitable. Ce qui serait préférable, c'est d'avoir un modèle de croissance financé par davantage de gains de productivité. Et en ce sens-là, si on n'avait pas trop d'inflation dans les trimestres qui viennent, ça serait une bonne chose.